vous avez un petit peu dépassé donc, chacun votre temps de parole, ce qui fait que d'une certaine façon, j'ai un peu de mal à avoir la synthèse de chacun de vos propos. Donc je vais y essayer. J'ai eu le sentiment qu'Alain, d'abord, a commencé à nous expliquer que la politique chez les catholiques, c'était normal. Donc ça, c'est la première chose. Il nous a mis à l'aise d'une certaine façon. Et puis ensuite, il nous a tout de même largement mis en évidence que la critique de l'identité, aujourd'hui, était faite par un catholicisme progressiste, de gauche, qui allait tout de même en disparaissant. Et pour terminer, j'ai eu le sentiment qu'il nous montrait que ce catholicisme progressiste en voie de disparition était tout de même très hors sol. Il a utilisé l'expression de hors sol, et que Alain nous proposait un enracinement, je dirais, plus national. Je pense qu'il a conclu sur saint Thomas d'Aquin. Donc c'est un petit peu ce que j'ai compris. Julien nous a enflammés. À un moment donné, je me suis dit, il va tourner, on va tourner au meeting. Il est passionné. Néanmoins, j'ai eu le sentiment qu'il y avait tout de même une petite contradiction. C'est-à-dire à la fois le sentiment que c'est une jeunesse qui est très affectée parce qu'elle a l'avenir. Elle a l'avenir devant elle. Elle est préoccupée de l'avenir. C'est une jeunesse qui se sent tout de même agressés, mais à la fois par ce qu'il appelle le grand remplacement, c'est-à-dire par l'immigration massive. Il y a un sentiment tout de même alors que j'ai ressenti, j'utilise le mot agression, je ne sais pas ce qu'il faudrait utiliser, mais également par le mondialisme. C'est-à-dire qu'à la fois, je dirais, c'était père gardez-vous à gauche, père gardez-vous à droite, un petit coup défensif sur l'immigration, le multiculturalisme, et un coup l'immigration, et un coup contre le mondialisme. Et là, j'ai eu le sentiment qu'il avait un petit peu de l'un à l'autre. En revanche, j'ai eu le sentiment qu'il essayait d'apporter des réponses concrètes à l'identité, c'est-à-dire qu'il a tout de même conscience que ce qu'on a longtemps appelé le pays réel est bien abîmé, en particulier depuis la guerre de 1945, il est bien abîmé. Les régions, enfin ce qu'on pourrait appeler maintenant nos communautés, c'est-à-dire les régions, les métiers, les familles, les communes sont abîmées, et qu'il y a besoin de reconstruire. Donc il a fait un effort pour nous proposer des éléments de reconstruction. Voilà un peu le sentiment que j'ai eu. Néanmoins, pour terminer, ça va être ma question pour votre débat, j'ai entendu à plusieurs reprises beaucoup plus Alain parler de nation, presque avec un sens historique. J'ai cru entendre plutôt Julien parler de petits terroirs, donc de régions, et je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, c'est d'actualité, effectivement, au niveau de la Catalogne. On sent bien qu'il y a une opposition entre à la fois la région, la province, la petite patrie catalane, et l'État-nation. Et on a l'impression surtout que tout ça est favorisé par le grand tout européen. Donc, par rapport à ça, d'abord, je noterai que je n'ai pas beaucoup entendu l'Église apporter son point de vue dans le problème espagnol. On a entendu le roi, on n'a pas du tout, enfin moi j'ai pas entendu l'Église. De votre point de vue, l'identité dans ce problème, dans le clivage qui est en train de s'opérer entre État-nation et Catalogne, quel rôle joue-t-elle? Est-ce qu'elle éclate? Est-ce qu'elle permet de diviser, ou est-ce qu'elle réunit? Donc qui veut répondre? Chacun. Merci, je vais commencer sans avoir de réponse définitive. Je ne suis pas catalan, donc je ne vais pas préciser une réponse sur la Catalogne, mais ce qui est important quand même, c'est de remettre en contexte ce qui se passe. Avant, les choses étaient assez claires, il y avait les États-nations qui pouvaient avoir des alliances entre eux et qui eux-mêmes étaient composés de différentes régions à identité plus ou moins forte
qui ont été réunis par la grande vague, en gros, d'unification. Alors, ça se passe à différentes époques, suivant qu'on soit en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, mais derrière un pouvoir central assez fort. Et donc, les régions sont plus ou moins contrôlées par les nations. L'identité, la querelle entre régions et États a connu différents épisodes. On se souvient de la Troisième République qui interdisait les langues régionales par rapport à l'apprentissage du français, par exemple, mais grosso modo, on était quand même arrivé à un équilibre. Et ce qui contribue, me semble-t-il, à casser cet équilibre, c'est que les États-nations eux-mêmes, maintenant, se diluent dans l'Europe. Et donc, il y a un peu je crois, un double mouvement. Il y a le mouvement des régions, des régionalistes, qui souhaitent se replier sur la région comme un terroir beaucoup plus facile à préserver que l'État-nation, qui lui-même est largement englué dans la construction européenne. Et puis, il y a aussi ceux qui disent, bien, la région peut elle-même, on en voit de l'autre côté, peut elle-même être une passerelle plus grande vers la mondialisation, puisque la mondialisation peut elle-même créer des rapports, c'est plus facile de créer des rapports concrets dans des cités qui sont mondialisées, qui sont reliées au reste du monde par les transports, par les finances, etc. etc. Donc il faut faire attention à ce qu'on veut penser par exemple à l'Écosse. L'Écosse, au moment du Brexit, a soulevé le problème de son indépendance pour justement se fondre dans l'Union européenne. Donc le mouvement régionaliste n'est pas d'un seul tenant, je dirais. Alors, personnellement, vu le parcours historique qui s'est réalisé depuis plusieurs siècles, je suis très attaché à la région, et en même temps, je crois que l'État-nation reste pour moi une référence importante. Et donc, j'ai du mal à voir ce que peut apporter une région indépendante, fût-elle avec une identité nationale forte revendiquée, ce que je peux comprendre, hein, après tout, mais elle ne pourrait être que davantage écrasée par la mondialisation. Je me pose un peu cette question-là. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait arriver, en fait, à essayer de, je cherche un terme qui soit adéquat, de réinstaurer un rapport entre la région et l'État, à mon avis quand même plus au profit d'une nation, mais d'une nation un peu régénérée, d'une nation un peu souveraine. Alors, sur la question de cet équilibre entre petite patrie et grande patrie, alors moi aussi je suis pour l'État-nation, même si j'aime pas trop ce terme, en tout cas je suis pour la nation française. Pour moi ça implique de ne pas être pour la République qui assassine la France depuis 3 siècles. Il faut quand même comprendre que l'homme nouveau, cette espèce d'homme sans visage de la société mondiale, le citoyen du monde comme on dit, ce n'est que l'arrière petit-fils du citoyen français, ainsi que l'appelaient les républicains de l'époque. On se détache de nos enracinements provinciaux et on finit par se détacher de la France et des nations. C'est un phénomène qui coule de source. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir en effet à la petite patrie, procéder par étapes, et ce qui n'empêche absolument pas, au contraire, d'aimer la France, puisqu'il n'y a, en Provence et à mon avis en fait, même si je peux gêner certains peut-être, mais dans la plupart des provinces de France, aucune raison de légitimer un quelconque sécessionnisme. Mais il faut partir vraiment de cette petite patrie parce que c'est une école de la grande patrie. Et d'un plus grand patriotisme. On ne peut pas être patriote français et avoir du dédain pour sa petite patrie, pour l'endroit où l'on vit et pour ses habitants. Ça c'est inconcevable. Alors, ça c'est vraiment la base. Après sur la Catalogne, elle jouit déjà d'une autonomie très large, privilégiée par rapport même à d'autres provinces en Espagne. Elle a son propre gouvernement, son assemblée, sa culture se porte très bien, on apprend le catalan dans toutes les écoles primaires. À quoi sert cette indépendance, si ce n'est à miner l'Espagne et à servir les intérêts, clairement, du mondialisme, et de tous les ennemis de l'Europe, en réalité, la véritable Europe, pas de l'Union européenne. Prenons le cas de la langue gaélique dans l'Irlande indépendante, qui n'est plus du tout parlée, enfin, de moins en moins, très peu. Je ne dis pas que l'indépendance implique obligatoirement cette perte de culture, mais bon, voilà, je pose le constat. À l'inverse, le gallois se porte bien au Pays de Galles autonome. L'identité écossaise se porte bien en Écosse.
Et puis voilà, les Catalans, j'en ai parlé. Donc je crois que cette revendication d'indépendance, c'est un micro-jacobinisme, c'est-à-dire vouloir reproduire au niveau local ce qu'on a imposé à la France il y a 300 ans, c'est-à-dire une autorité, un centralisme, mais au niveau de Barcelone. On n'est plus au niveau de Madrid, on est au niveau de Barcelone. Et d'ailleurs, très souvent, les partisans de l'indépendance d'une province sont les premiers à dénigrer, à attaquer toute la variété des identités à l'intérieur de cette province. En fait, ils font exactement le même, ils ont le même projet idéologique que les Jacobins français en 1793, mais appliqué à leur province. Et puis ensuite, l'Espagne est déjà tenue en main par une clique d'oligarques mondialistes qui vendent leur pays à l'immigrationnisme, avec une Catalogne aux mains des antifascistes d'extrême gauche, ce sera encore pire, on aura une base de plus pour le trafic des êtres humains, parce que c'est ça, hein, l'immigrationnisme, ce n'est que la caution morale du trafic des êtres humains. Les 3000 morts en Méditerranée chaque année, c'est les gauchistes qui l'ont sur la conscience. Hein, c'est pas nous, ça il faut quand même le dire. Et donc, je ne suis pas catalan, alors je n'oserais pas trancher et dire je suis pour ou je suis contre, mais évidemment d'instinct, comme ça, j'y suis opposé. Merci, mais je vais continuer donc un petit peu à provoquer. Donc en fait, je ne vous posais pas une question sur la Catalogne en tant que telle, mais sur le fait que l'identité était utilisée donc par une région, que cette identité finalement profitait au mondialisme, puisqu'on l'a vu, il s'abrite sous l'Europe, qui est un étage intermédiaire avant le mondialisme. Donc c'est un paradoxe, puisque tous les deux, vous, entre guillemets, vous défendez l'identité, et moi je vous dis, bah, regardez, aujourd'hui, l'identité, tout de même, c'est quelque chose de diviseur, c'est quelque chose de destructeur dans la façon dont c'est utilisé. Ensuite, j'aurais deuxième provocation, j'ai envie de dire, mais en agissant de la sorte, est-ce que c'est pas du communautarisme? La dernière fois, est-ce que l'identité, c'est pas l'élément essentiel du communautarisme? Et est-ce que demain, on ne va pas avoir, dans ce cas-là, des musulmans qui légitimement réclameront la défense de leur identité? Est-ce que c'est pas une arme à double tranchant? C'est déjà le cas, hein. La Seine-Saint-Denis, c'est un futur petit Kosovo, hein. Donc voilà. Je pense que l'argument le mot communautarisme, à mon avis, ne doit plus, par souci stratégique, hein, être utilisé par des gens qui se revendiquent du pays réel, que l'on pourrait classer à droite. Je m'explique, je pense que c'est un mot piégé. C'est un mot qui fait partie de l'argumentaire républicain. Les communautaristes, à la fin du XVIIIe siècle, c'était les Vendéens, et puis au XIXe siècle, et puis surtout au début du XXe siècle, les communautaristes, c'était les catholiques. Dans une France qui demain peut-être deviendra majoritairement musulmane, les communautaristes, ce seront nous. D'ailleurs, le seul communautarisme acceptable, c'est celui des véritables Français, les souches européennes. Il peut y avoir évidemment des Français par le sang versé, j'en connais, j'en ai parmi mes amis, dans les contacts, mais bon, c'est une minorité. Donc le seul communautarisme acceptable, c'est le nôtre, et je pense qu'à force de lutter contre la tentation communautariste en pointant du doigt les musulmans, ça va se retourner contre nous. Parce que nous serons les prochaines victimes de ceux qui veulent favoriser l'unité républicaine. Quand certains leaders politiques comparent le bilinguisme en Bretagne à l'enseignement de l'arabe à l'école, au bâton, c'est pas du communautarisme. Je pense que le meilleur moyen, et là je reviens à votre remarque, le meilleur moyen de susciter du sécessionnisme, de l'indépendantisme, de la haine de la France, c'est d'étouffer les identités provinciales. Ça vaut pour toutes les nations. Et d'ailleurs sur les Catalans, je reviens, un indépendantiste catalan d'extrême gauche, je précise, il y a des indépendantistes catalans qui ne sont pas d'extrême gauche, il y a des identitaires catalans qui ne sont absolument pas indépendantistes, et qu'on entend très peu. Mais un indépendantiste catalan d'extrême gauche, c'est quelqu'un qui considère qu'un Espagnol de Madrid, il est moins catalan qu'un Congolais. Voilà. Donc en quoi est-ce de l'identité? En quoi est-ce identitaire? C'est une manipulation marxiste. Ces gens opposent, selon le logiciel marxiste, les dominés, donc selon eux, les habitants des régions, parce qu'ils disent que nous sommes victimes d'un colonialisme intérieur, comme les Palestiniens, etc., aux possédants, aux dominants, les gens de Madrid. Donc pour moi, ces gens n'ont absolument rien d'identitaire, et je crois vraiment que le meilleur moyen de garantir l'unité de la France, c'est de reconnaître cette diversité à condition de bien la définir. Cette diversité, elle est autochtone, on n'a pas besoin d'une diversité halogène.
crois que ce qui fait la différence entre le communautarisme et la défense d'identité, ben, c'est l'enracinement historique. Effectivement, l'argument sur la comparaison entre le bilinguisme français-breton et l'apprentissage de l'arabe tombe de lui-même. Quand on voit les siècles de culture bretonne qu'il peut y avoir derrière nous, et puis de l'autre côté, l'arrivée plus récente de personnes non autochtones d'origine de langue arabe. Bon. Après, je voudrais revenir un petit peu quand même sur le problème de l'immigration de masse, puisqu'on tourne un petit peu autour depuis un moment. Alors, je crois qu'il faut se méfier de la politique qui viserait à tout de suite définir un adversaire concernant l'islam, les musulmans. Déjà, il faut rappeler que la doctrine catholique nous appelle évidemment à respecter tous les hommes, quelle que soit leur origine, leur croyance, leur ethnie, etc. Et donc, on ne peut critiquer que les comportements et non pas les personnes elles-mêmes. Bien. Après, je pense aussi que le fait que l'immigration soit de masse, soit organisée par telle ou telle personne pour tel ou tel intérêt, c'est effectivement... on peut effectivement l'accepter. Après, je pense qu'aussi ça peut être l'occasion, comme ça a été le cas pendant les Amazons barbares, dont vous avez souligné effectivement que la proportion était bien moindre, mais ça peut être également le cas pour nous, les catholiques, de passer aux barbares. J'avoue personnellement que le fait, pour revenir sur la manif pour tous, contrairement peut-être à la contradiction qui a été soulevée, mais le fait que certains musulmans aient fait partie de notre combat contre le mariage homosexuel, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Parce que c'était vraiment un combat qui était, ça ne voulait pas dire qu'on épousait toutes les thèses d'un tel et un tel, et que moi je ne demandais pas à un musulman à côté de moi s'il était de l'UOIF ou de quoi que ce soit. Bon. Et donc je pense qu'il faut trouver les points de rencontre là où on peut les trouver, et c'est peut-être l'occasion pour nous aussi de témoigner notre foi et de faire en sorte, si l'abbé Loiseau était par là, je ne vois pas, il irait sans doute dans mon sens, pour dire que les musulmans de France ou en France, comme vous voulez, on peut également arriver à peut-être les convertir. C'était le cas, c'était le sujet d'un forum qui a eu lieu il y a quelques jours à Toulon, justement, et qui évoquait un certain nombre de personnes venues de l'islam converties au catholicisme, et qu'on voit qu'il peut y avoir, donc de notre part, une possibilité d'annoncer la bonne nouvelle à ces populations. À nous après de voir dans quelles conditions. À nous après de voir comment on fait. À nous après de voir aussi comment on accueille les personnes de culture musulmane, d'origine étrangère dans notre Église catholique qui ne doit pas être fermée. Et là, il y a un point de débat évidemment qui est important. Alors, c'est une question très importante. Moi, ce qui me dérange fondamentalement, c'est pas tant la présence de musulmans dans la manif pour tous, c'est qu'ils aient été mis en avant comme argument politique. Pour nous dire, nous sommes avec des musulmans, regardez, nous avons traité la sortie d'une mosquée, c'est ça qui est fondamentalement gênant. C'est qu'on nous dit, ils sont des Français à part entière, il n'y a pas de problème avec le multiculturalisme. C'est ça le message que ça diffuse chez les gens de la manif pour tous. Moi, en effet, je ne demande pas à quelqu'un à côté de moi s'il est musulman. S'il l'est, tant mieux. Enfin, je veux dire, pas tant mieux s'il est musulman, tant mieux s'il est là. Mais je ne vais pas le mettre en avant. C'est-à-dire que, certes, on a gagné une bataille, et ça c'est fondamental. On a peut-être gagné une bataille, je dis on, la manif pour tous. À ce moment-là, sur le plan de la communication, donc à court terme, mais sur le plan de la bataille des idées à long terme, on a tout perdu. Absolument tout. Et on pense uniquement à court terme aujourd'hui. On peut faire de la communication intelligente, innovante, esthétique, créative, sans céder sur ce terrain-là identitaire qui, à mon avis, fait partie aujourd'hui des points non négociables. Je pense véritablement que le combat identitaire, au point où nous en sommes du grand remplacement, c'est une marche pour la vie, contre la culture de mort mondialiste qui assassine les identités. Alors, et puis en plus, comme si on avait la même conception de la famille que les musulmans, c'est un autre sujet. Missionnaire ou identitaire, pour moi il n'y a aucune opposition. De la même manière qu'il n'y a pas d'opposition entre catholique et identitaire, puisque la mission fait partie de l'ADN du chrétien, il y a absolument toute la vérité à dire aux musulmans. Un, sur le Christ qui les aime, en toutes circonstances, et peu importe nos idées politiques et la personne qu'on a en face de nous. Deux, sur le fait que sa vocation n'est pas de vivre ici. Et qu'il a été amené ici pour des intérêts économiques, ceux de grands patrons dans les années 70, comme Martin Bouygues, qui était fier de dire « j'ai une majorité d'employés clandestins », et il disait « cette main-d'œuvre est vigoureuse ». On a l'impression véritablement d'un négrier
qui nous dit mes esclaves à moi, ils sont forts, ils sont musclés, c'est pour ça que je viens les chercher de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, missionnaire, oui, tout le temps et toujours. Ça a pu m'arriver, moi, d'être face à des musulmans, qu'on prend un taxi à Paris, c'est inévitable au bout d'un moment. J'essaie de leur dire toute la vérité. Et ils sont plus réceptifs à ce discours-là de vérité, de franchise et donc de virilité, plutôt que cette espèce de discours, oui, mais tu peux faire partie de la France, tu vas voir, Clovis c'est aussi ton ancêtre, enfin c'est une plaisanterie. On ne va pas stopper les ravages du racisme anti-blanc dans les cités en faisant rêver ces enfants sur Clovis, je n'y crois plus. Peut-être qu'il y a 40 ans c'était possible. Le rapport de force numérique, démographique, fait qu'aujourd'hui c'est trop tard. On ne francise personne par décret. Politique d'assimilation, c'est un oxymore, c'est une contradiction. L'assimilation, c'est un processus social qui existe. Il y a des assimilés, même extra-européens, qui sont donc des Français. Mais c'est marginal d'une part. Et puis ensuite, les grandes vagues d'assimilation, elles étaient spontanées, naturelles. C'est des gens qui ont un même fond culturel, catholique, même s'ils ne sont pas pratiquants, même si je n'aime pas cette expression, elle ne veut rien dire. Et puis ce sont des Européens. Luigi de Naples, il arrive à Marseille, c'est devenu Louis. Et dans les familles descendants d'immigrés, on ne parle plus, je peux en témoigner, la langue de la première génération. C'est interdit de parler, dans certaines familles italiennes, l'italien à l'intérieur, et on francise son nom. Voilà, ça c'est fondamental. C'est-à-dire que ces gens-là, eux, ils ont fait une conversion identitaire, qui est admirable, mais admirable. Vraiment, moi j'ai des amis qui sont d'origine italienne, ils me disent on se prenait des baffes à la maison par les parents quand on nous disait un mot du pays d'où on vient. Donc la politique d'assimilation ne fonctionnera pas. La seule assimilation éventuellement possible, c'est en effet par l'évangélisation. Encore faut-il que ce soit des catholiques solides, de bons Gaulois, par l'imprégnation dans un milieu paroissial vraiment français. Je le crois en effet, mais pour moi ça ne rentre pas dans une discussion politique, parce que le politique relève du bien commun et que ces cas sont marginaux pour le moment. Donc on ne peut pas parier là-dessus politiquement. On peut le souhaiter, on peut le faire, il faut prier quotidiennement pour la conversion, pas seulement des musulmans, mais d'autres, ceux qui ne sont pas catholiques, évidemment. Et rappeler sans cesse que l'innocent, immigré, tant est qu'il le soit, pas tous, croisé dans la rue, n'est pas responsable du système immigrationniste, qui est un système, je le répète, négrier. Enfin, l'immigration, c'est un système esclavagiste, purement et simplement. Cependant, on ne peut pas en tirer de conclusion politique. Ça serait, pardonnez-moi, la force de ce terme, mais du détournement de piété. On ne peut pas utiliser des arguments politiques pour défendre une évangélisation. Je trouve ça vraiment dangereux. L'esprit, comme le dit Saint Jean, souffle où il veut, et c'est le bon Dieu qui donne la victoire à nos efforts en faveur d'évangélisation. Comme le disait Sainte Jeanne d'Arc, les hommes d'armes combattent, et Dieu donne la victoire, on verra. On ne peut pas parier politiquement là-dessus. La seule autre issue pour moi, c'est le retour au pays, contraint ou volontaire d'un nombre conséquent, au moins pour calmer ceux qui restent ici et sont un peu véhéments, pas tous, mais un certain nombre. Donc retour au pays d'un certain nombre d'immigrés, techniquement c'est possible, l'Arabie Saoudite renvoie régulièrement, notamment en 2013, 1 million de Yéménites en Afrique australe, dans leur pays. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une diplomatie aussi, ils ont une politique étrangère souveraine, ce que nous n'avons plus. C'est-à-dire qu'ils font des ONG islamiques qui tapissent de leur réseau les pays d'émigration vers l'Arabie Saoudite. Nous, on a tout abandonné. On a renoncé à notre vocation, à mon avis, vocation impériale. Quand Dominique Vénère s'était engagé dans l'OAS dans les années 60, il n'a pas dit « je suis pour l'Algérie française », c'est-à-dire pour une nation composée à égalité d'Algériens et de Français de souche. Non, il a dit « je suis allé là-bas pour défendre la frontière sud de l'Europe ». Il avait compris que si on lâchait là, on aurait l'immigration. Et tout ça, ça illustre, je ne vais pas lancer une autre polémique historique, mais le mensonge gaulliste qui consiste à nous dire « on a voulu la décolonisation pour éviter que la France devienne algérienne ». Qu'est-ce qui s'est passé ? Les premiers accords de libre circulation des travailleurs algériens, c'est les accords d'Évian en 1962. On distribue les visas aux travailleurs algériens. C'est De Gaulle. Donc, je m'écarte de la question missionnaire ou identitaire. Pour moi, c'est deux ordres différents, il n'y a aucune contradiction. On agit, on combat par charité, que ce soit dans la mission ou dans l'engagement politique. Me semble-t-il, peu d'identité. J'ai quand même le sentiment qu'on parle peu d'identité. Donc, accueillir ou convertir, j'ai l'impression que c'était cette alternative avec une préférence pour la conversion. Et donc je vous poserai la question, pour convertir, ce qui est tout de même l'objectif du missionnaire de la miséricorde, pour la conversion, encore faut-il
reposer sur un socle solide. Et ce socle solide, justement, est-ce que ce ne sont pas les racines chrétiennes de la France? Est-ce que ce n'est pas l'identité française? Est-ce qu'on n'a pas beaucoup plus de chances de convertir des musulmans? Parce que je ne suis pas persuadé qu'on puisse tous les faire retourner dans leur pays d'origine. Est-ce que le meilleur moyen, justement, c'est pas d'abord de nous réapproprier, en tant que catholiques, une identité française solide, et nous serons dans ce cas-là d'autant plus forts pour les convertir. Si le centre de gravité qu'on préfère mettre, c'est plus la conversion que l'accueil. Qui veut essayer de traiter ce thème? Parfaitement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et effectivement, je crois que pour quitter un peu les sphères abstraites de notre réflexion, pour être un peu plus dans le concret, il y a un certain nombre de moyens qui peuvent nous permettre de défendre l'identité ou l'enracinement, quel que soit le terme qu'on veuille employer là-dessus. Eh bien, il y a l'histoire, il y a la transmission, il y a la défense du patrimoine, qui sont des éléments majeurs, me semble-t-il, de cette valorisation. Par exemple, insister davantage sur l'histoire de notre pays. Alors, ça ne veut pas dire, je vois déjà toutes les polémiques qui enflent dans les médias concernant tel ou tel personnage historique, concernant tel nom de rue qu'il faut enlever parce qu'il a fait je ne sais quel péché grave, pour employer un terme religieux concernant telle ou telle thématique. Mais en tout cas, il faut d'une part remettre les choses un peu dans leur contexte, et puis donc se réapproprier cette histoire, effectivement, pour voir d'où nous venons. Se souvenir que l'histoire de Clovis, d'Henri IV, de Louis XIV, pas suffisamment enseignée, me semble-t-il, au profit de choses qui sont très intéressantes, mais qui sont peut-être un peu plus marginales. Et on a beaucoup parlé de roman national, en enlevant peut-être ce qu'il a pu avoir parfois d'excessif ou de purement nationaliste, évidemment, comme sous la Troisième République. Ce discours sur l'héritage national me semble important. De même, je suis personnellement très attaché à la défense du patrimoine, et je suis scandalisé de voir combien on entend régulièrement dans nos médias des menaces concernant telle ou telle église, château, manoir, menacé de destruction parce que aujourd'hui plus personne ne s'y intéresse, parce que c'est plus rentable de faire un parking à la place, parce que ça représente un élément du passé, alors qu'aujourd'hui on doit être capable de mettre une priorité, j'ai envie de dire même budgétaire, sur la défense de cette identité. C'est sûr que défendre l'identité, ça passe aussi par des choix financiers. Lorsqu'une ville, quelle qu'elle soit, met tant de millions d'euros dans la réfection, je ne sais pas moi, d'un grand stade ou d'une institution, plutôt que la rénovation d'une cathédrale ou autre chose, me semble qu'on perd un petit peu de vue le combat de l'identité. Sur la question, on rejoint finalement à nouveau la question de la mission et des bases culturelles de cette mission. Je crois qu'il faut faire attention dans la mesure où, évidemment, il faut être missionnaire, je l'ai dit et je le pense, mais l'évangélisation des musulmans ne doit pas être vue comme une solution au multiculturalisme. On évangélise uniquement par charité, point barre, c'est notre sens du devoir en tant que chrétien. Il n'y a pas d'autre justification nécessaire, par amour, point barre. Donc attention à ce que ça ne devienne pas un éteignoir de la colère identitaire, de la colère légitime des Français. Ça c'est le danger, à mon avis. Si on présente mal cette mission, si on en fait un projet politique, voilà, même si évidemment ça aura des conséquences politiques, c'est évident. Quelqu'un qui est évangélisé par un catholique solide, bon français, bon patriote, évidemment qu'il va se rapprocher de nous, vivre culturellement peut-être de notre manière. En même temps, je pense que notre identité nationale ne se résume pas à notre foi, même si elle est fondamentale, c'est le socle. Les Chaldéens de Sarcelles, qui sont 20 000 en France, ont leurs églises. Ils donnent des prénoms chaldéens, enfin irakiens et autres à leurs enfants, ils se marient entre eux. Enfin, il y a quand même un problème identitaire qui dépasse malheureusement la question religieuse. Et ce ne sont pas des Français. Les Chaldéens de Sarcelles ne sont pas des Français. Ce sont des gens très sympathiques, qui à mon avis seront de notre côté demain s'il y a un conflit ou quoi que ce soit. Et évidemment, ce sont nos amis. Ils ne sont pas des Français, c'est tout. Il faut juste dépassionner la question. C'est pas obligé d'être Français pour être mon ami, pour être mon allié. Il faut simplement voilà, définir les choses.
L'identité nationale n'est pas seulement chrétienne, cela signifie que je me sens plus d'accroche culturelle avec un chansonnier anarchiste et athée comme Léo Ferré ou un militant néo-païen comme Dominique Vénère qu'avec un catholique gabonais, même si j'ai plus d'attache spirituelle avec cette dernière personne. Seulement l'amour filial, selon la doctrine chrétienne, c'est l'amour de la famille, de ceux qui ont la même ascendance, qui font partie du même groupe culturel. Voilà, alors que faire? Parce qu'en effet, Philippe, on va pas, et ça je suis le premier à le dire, les faire tous remigrer. Peut-être même qu'on n'en fera pas remigrer une petite partie, parce qu'on a des gouvernements tellement peu courageux, même si demain, à mon avis, un gouvernement qui dit courageux, enfin un parti qui dit courageux arrive au pouvoir, et qui à certains égards, je parle évidemment du Front National, arrive au pouvoir, il n'aura peut-être pas les moyens, ou pas la volonté, je ne sais pas, de le faire. Quoi qu'il en soit, on doit quand même, de la même manière que l'on doit prier, comme si l'action était nécessaire, en même temps il faut agir comme si la prière ne servait à rien. Et donc il faut s'engager en politique comme si le problème pouvait être résolu au sens politique, parce que dans le domaine politique, parce qu'encore une fois, le sens chrétien du devoir, c'est le service, le sacrifice. C'est pas quel va être le résultat, ça fonctionne pas comme ça. Donc je pense qu'il faut voter et soutenir les résistants qui localement s'implantent et empêchent l'islam de progresser. C'est le cas notamment par exemple du maire d'Orange, Jacques Bompard, qui a changé de place une mosquée du centre-ville, qu'il a mis de l'autre côté de l'autoroute à côté d'un camp de gens du voyage, et il a donné à ces musulmans le devoir de monter des murs pour qu'on ne voit pas la mosquée et s'occuper des frais d'électricité. Bon, mais s'il y avait plus de maires courageux qui rendaient la vie impossible à ceux qui veulent construire toujours plus de mosquées, en particulier aux islamistes, on aurait de moins en moins de problèmes d'immigration d'islam en France. Donc il ne faut pas non plus tomber dans la tentation Qatar, c'est-à-dire se réfugier. Ça c'est une nouvelle variante de l'enfouissement. On a eu l'enfouissement spirituel, on a l'enfouissement politique, on ne fait plus rien, c'est pas vrai. Au niveau local, vous pouvez faire énormément de choses. Le maire, c'est le patron de sa police municipale. Il peut engager des anciens légionnaires, il peut les armer, il décide du contenu d'une bibliothèque municipale, il fait intervenir dans une école des gens qui vont défendre, promouvoir auprès des enfants notre vision de l'amour à ces adolescents. C'est un pouvoir énorme, plus qu'un président de la République. Donc il faut s'engager en politique aussi pour rendre la vie impossible à ceux qui rendent la vie impossible aux Français dans les banlieues martyrs, et également évidemment se préparer à un éventuel affrontement qui ne sera pas général, il ne faut pas fantasmer, il n'y aura pas une ligne jaune qui va traverser la France, avec les méchants en haut, les gentils en bas, ce sera plus compliqué. Il y a des territoires qui seront perdus parce qu'ils le sont déjà, d'autres qui seront gagnés. Je vous invite à lire Christophe Gulluy, La France périphérique et la fracture sociale. Il explique que les classes populaires blanches, c'est son terme, sont en train de reconquérir le périurbain et les campagnes dans le sud de la France, autour de Montpellier, Nice, Toulon, etc. A l'inverse, les immigrés se rejoignent de plus en plus en banlieue. La séparation, elle se fait déjà. Il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus qu'un survivre ensemble. Donc, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'opposition entre la conversion, les tentatives d'assimilation, la remigration, tout cela, c'est plusieurs stratégies à la fin où nous devons rester maîtres chez nous. Je reviendrai tout de même sur ce que je dis à Julien pour commencer, c'est-à-dire que j'ai tout de même le sentiment qu'on passe de la défense de l'immigration, de la défense contre un sentiment défensif vis-à-vis du grand remplacement, d'un mouvement également, en tout cas d'un sentiment défensif vis-à-vis de la mondialisation. Et je voudrais revenir sur tout de même le phénomène de la mondialisation. Il y a de nombreuses années, il y avait quelqu'un qui s'appelait Pierre Debré, qui était le fondateur des Silencieux de l'Église. Et il traitait déjà, avant l'heure, le problème de l'immigration, et il disait: si les catholiques ne remplissent pas leurs églises, il ne faudra pas s'étonner, ça ne sera pas anormal que les musulmans, les immigrés, les musulmans les transforment en mosquées. Donc, je vous pose un problème de priorisation du problème. J'aimerais, parce que je pense qu'il faut prioriser les adversaires, un peu comme les Horaces et les Curiaces. Et est-ce qu'il ne faut pas d'abord adresser le problème de la mondialisation, c'est-à-dire la cause, avant celui de l'immigration, qui en est l'effet? C'est ma première question.
La deuxième question, c'est que si on fait ça, si on veut répondre à la mondialisation, il me semble que vous n'avez pas tout à fait la même réponse. C'est-à-dire que j'ai cru déceler chez Alain la promotion d'une identité par l'histoire, l'héritage. Ce qui nous unit, c'est l'héritage que l'on partage. Et j'ai plus eu le sentiment chez Julien que pour lui, l'identité, c'était le culturel. C'est ma deuxième question. Donc, qui veut répondre et à la première et à la deuxième? Merci. Je crois qu'on peut dire les choses autrement aussi. Est-ce que l'attitude doit être en priorité défensive ou offensive? Et ce que j'ai entendu dans le discours de Julien, c'est essentiellement une attitude qui est défensive. Et je crois que cette attitude défensive ne peut pas se détacher de quelque chose qui soit plus offensif, qui soit une affirmation de notre héritage. Alors attention, c'est un héritage historique choisi, assumé, épuré peut-être, et qui nous donne des valeurs pour affronter demain. C'est pas seulement une fidélité complètement stérile, si vous voulez, à ce qui a été avant et qu'il faudrait reproduire. Bon. Donc, à mon avis, effectivement, cette affirmation de la nation en tant qu'héritage qu'on partage, en tant que ferment de valeurs en commun pour subsister ensemble en tant que nation, me paraît être un élément offensif contre les ferments de dissolution de la mondialisation. Voilà. Avant tout, être offensif dans les valeurs qu'on proclame. Je vous avais bien compris, donc. Je ne crois pas avoir un discours défensif, je crois juste qu'il faut poser le constat. Moi j'étais à l'école publique, et quand je ne m'asseyais pas à la bonne place, on me disait il y a un Français qui vient de me prendre la place. Bon, c'est ça la réalité, en dehors de cercles catholiques ou sociaux assez protégés quand même de la diversité. Donc voilà, il faut d'abord poser le bon diagnostic avant de proposer des solutions. Mais j'en propose quand je parle de conversion identitaire, quand j'évoque, à mon avis, des fausses solutions comme l'assimilationnisme, donc une politique d'assimilation, que je ne confonds pas avec l'assimilation comme un phénomène social qui existe. Et donc le grand remplacement, c'est pas un problème théorique, c'est quelque chose que l'on vit dans notre chair. Ce sont des jeunes filles françaises agressées parce qu'elles n'ont pas de cousins ou de grands frères pour se défendre à la sortie des lycées. Réalité que ma génération a connue, que j'ai connue personnellement, que nous avons connue. Donc voilà, il faut d'abord parler de cette souffrance, je crois. Prioriser, donner une priorité, une hiérarchie aux problèmes qui nous menacent. En effet, l'immigration, comme je l'ai dit à propos de l'influence de ces grands patrons dans les années 70, du regroupement familial sous Giscard, un président de gauche, etc. Voilà, je l'ai traité aussi. Je pense qu'en effet, il y a des causes économiques essentielles avec le mondialisme. La mondialisation est la base de cette immigration. Et j'en parle très longuement dans mon livre. Je propose des solutions, malheureusement pas eu le temps de le faire ce soir, économiques. Je parle de localisme, je parle de la décroissance, qui est à mon avis un enjeu fondamental à condition de bien le comprendre, pas d'un point de vue démographique, contrôle des naissances, etc. Non, mais simplement revenir à la mesure grecque et à la mesure chrétienne, contre l'hubris, c'est-à-dire la démesure de la société industrielle moderne, qui, traitant toute chose comme une marchandise, a aussi amené l'immigration, puisque les hommes sont des marchandises comme les autres. Mais je crois qu'il faut faire attention avec ce discours où on oppose les causes aux conséquences. Pour moi, c'est une fausse dialectique. Oui, il faut traiter les causes pour éviter que le problème continue, mais si demain, prenons le cas de la crise migratoire en cours, vous permettez aux Syriens et aux autres, parce que bon, en fait, je pense qu'il y a une minorité de véritables réfugiés syriens, non, ce qu'on voit qu'il dit, c'est l'ONU, dans les immigrés clandestins actuels, si on règle donc les problèmes économiques en Syrie et ailleurs, on ne va pas empêcher les gens de venir pour autant. Tant que les frontières sont ouvertes, il y aura un appel d'air, c'est évident, puisque même si demain on relève ces pays, selon quel mode on va le faire? Selon le développement industriel et l'idéologie de la croissance qui tue nos sols, tue la santé et tue notre identité, ce capitalisme libéral qui est à mon avis pour moi la suprême culture de mort, non, c'est pas ce que je souhaite au tiers-monde. Je pense qu'il y a d'autres solutions pour les aider, et même si demain on les relève économiquement, ils continueront de venir ici, c'est évident. Enfin, je veux dire, le développement économique, c'est pas quelque chose qui s'impose comme ça, il y a une culture, il y a une mentalité, il y a une histoire qui constitue le terreau de ce décollage économique.
Parce que opposer les causes aux conséquences, c'est un peu comme dire tu es malade du cancer parce que tu as fumé un peu trop de cigarettes, donc au lieu de te soigner, parce qu'en fait tu étais stressé, ta femme t'a quitté, il faut que tu travailles moche avec ta femme et tu n'auras plus le cancer. Non, en fait, tu auras toujours le cancer. Voilà. Donc à un moment donné, la politique, c'est s'occuper des problèmes concrets des gens. C'est-à-dire que quelqu'un qui se fait racketter et traiter de sale blanc, comme c'est quasi quotidien dans certains quartiers, je pense qu'il ne faut pas lui dire non, non, mais attends, ton ennemi véritable, c'est pas l'immigré, c'est celui qui est derrière, lui en fait c'est ton frère, il faut se réconcilier avec lui. Non, mais ça c'est un fantasme. Parce que déjà, quand on affiche cette volonté de réconciliation, on n'est pas crédible à leurs yeux. Il faut être fort, il faut être viril, il faut être juste. Et c'est comme ça qu'on est crédible. Donc voilà pour, à mon avis, la méthode de pensée qu'il faut acquérir. Et puis, l'identité, je ne crois pas qu'elle est seulement culturelle, je la crois ethnique. Je pense que l'identité française est un héritage. Pas seulement. Et c'est pas parce que ça n'explique pas toute l'identité française que ce n'est pas que cela est à nier. Ce qui n'est pas suffisant n'en est pas pour autant superflu. C'est nécessaire pour définir l'identité nationale. C'est un fait. Donc l'identité est ethnique, elle est culturelle, elle est spirituelle. Parce que, évidemment, le baptême de Clovis, parce que la France fait une d'église, cela est une réalité. Je crois vraiment que la France est un miracle. On est le seul cas où Dieu est intervenu directement dans l'histoire, pendant la guerre de 100 ans avec Sainte Jeanne d'Arc. Ça n'existe pas ailleurs. Donc évidemment que cette identité spirituelle, c'est la sève de la France. Mais pas seulement. Il faut être véritablement incarné, comme nous y invite Jean-Paul II dans Mémoire et Identité, et prendre en compte toutes ces identités de manière harmonieuse, et pas poser de fausses oppositions, qui à mon avis stérilisent un peu la discussion. Il faut, comme disait Frédéric Mistral, pas seulement faire une majorité électorale, pas seulement, ça veut dire pas du tout, mais pas seulement faire une majorité électorale, il faut refaire, dans toutes ses composantes, un peuple. Refaire un peuple. Je n'ai pas opposé cause et conséquences. J'ai dit que pour régler les conséquences, il fallait d'abord s'attaquer aux causes. Pas d'abord. Je dis d'abord, pour régler les conséquences, il faut d'abord traiter les causes. Parce que je ne les ai pas opposées. C'est comme sur après, c'est comme sur la délinquance, il y a un problème aussi de système de justice, pas seulement d'immigration. Hein. Donc, et ma question, alors je vais essayer d'illustrer, était plus de dire que l'identité, si on voulait l'utiliser contre la mondialisation, peut-être que la priorité était de s'occuper des médias qui sont aux mains des multiculturalistes et des mondialistes. Ensuite, très concrètement, de s'occuper du monde de la culture, et aux mains des multiculturalistes et des mondialistes. Et troisièmement, de s'occuper de l'éducation nationale. Tant que ces trois énormes robinets du mondialisme seront ouverts, et c'est le sens de Marmar, la vieille oiseau pourra convertir de nombreux musulmans, il écopera une barque, mais l'eau continuera à rentrer grâce aux trois robinets que j'ai évoqués. C'est le sens de ma remarque. Traitons les causes, si on veut pouvoir ensuite, une fois qu'on aura 1000 bouchons dans la barque qui coule, on pourra écoper. C'est une question d'ordonnancement. Je crois qu'il ne faut pas penser en termes de priorité, entre guillemets, chronologique. Il faut agir de partout, simultanément. Il n'y a pas qu'une seule stratégie unique, il y a même des gens très opposés qui vont dans le même sens. Comme le disait saint Thomas, une vocation, ce sont des talents donnés par Dieu qui rencontrent des besoins. Des talents donnés par Dieu qui rencontrent des besoins. Donc, à tel ou tel endroit, il va y avoir tel besoin, il va y avoir telle vocation qui va s'exprimer. À tel autre endroit, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas seulement de défendre l'identité locale, mais d'agir localement aussi, parce que c'est un niveau d'action, à mon avis, de plus en plus pertinent. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas de priorité chronologique, à part peut-être dans le discours, et encore. Il faut en effet faire un effort de pédagogie pour expliquer les racines profondes du mal. Mais je crois que véritablement, il faut être partout. Je prends par exemple le cas de la Fondation Espérance Banlieue qui ouvre des écoles hors contrat dans des quartiers d'immigrés.
je crois que leur vocation première était d'assimiler ces immigrés. Bon, voilà, je pense que c'est pas réalisable. Pour autant, et même si je n'adhère pas du tout au discours médiatique, que je distingue de l'action des professeurs, que je trouve éminemment courageux, parce que dresser le pavillon tricolore dans des quartiers islamisés, c'est courageux. Ce qu'ils font est courageux. Mais en revanche, le discours médiatique, qui a été parfois mis en exergue autour, et qui fait l'apologie du multiculturalisme, et qui est très dangereux, et qu'à voir le reportage infrarouge un jour après l'autre, c'est le thème de l'émission, pour s'en convaincre. Voilà, je crois que ce discours est dangereux, et donc la Fondation Espérance Banlieue, je ne pense pas être trop en accord avec son état d'esprit. Cependant, je crois qu'elle a une action qui ne va pas dans le même sens que la mienne, mais qui est bonne, cette action, parce qu'elle va peut-être apaiser les esprits de ceux qui pratiquent le racisme anti-blanc au quotidien dans les cités. Peut-être qu'en montrant l'exemple de Français solides et courageux, ça peut limiter la casse, et donc préserver les nôtres. Alors c'est un objectif, ce serait une action, une conséquence de leur action totalement collatérale à leur objectif premier qui est assimilé. Pour autant, ça me va bien parce que ça va dans le bon sens. Je pense que ça va dans le sens du bien commun. Donc, même si je ne cautionne pas le discours politique qui est autour, je pense qu'il y a des bonnes choses qui peuvent sortir de cela. Voilà, il n'y a pas une stratégie unique. La Fondation Espérance Ruralité qui vient de se créer prône l'enracinement local, pas seulement de créer des écoles hors contrat dans des quartiers ruraux, dans des zones rurales pauvres, mais également, pourquoi pas, de créer des relais potes, etc., de recréer une vie. C'est comme ça qu'a démarré la France à la chrétienté. Hein. C'est localement comme ça, autour de monastères, d'abbayes, etc. Bon, la Fondation Espérance Ruralité, cousine de la Fondation Espérance Banlieue, qui fait partie de la Fondation pour l'école, sont des gens qui n'ont rien en commun avec l'ultra-gauche de Tarnac, qui ont essayé eux aussi de recréer de l'enracinement en prenant des petits commerces avant de se faire rattraper par la justice. Et pourtant, ils vont dans le même sens. Et oui, comme les gauchistes du Larzac, comme Notre-Dame-des-Landes, etc. Créer de l'enracinement. Évidemment, il faut éviter que cet enracinement devienne voilà, une rhétorique marxiste, une haine de tout. N'empêche que si on n'est pas dans cette structure, si on ne va pas là-dedans, je ne dis pas qu'on va faire de l'entrisme chez l'extrême gauche, mais si on ne fait pas un peu acte de présence dans ce genre d'initiative, ça ne sert à rien de se plaindre ensuite que ça ne va pas dans la bonne direction. C'est comme ceux qui disent, mais regarde le Front National, Florian Philippot, etc. D'accord. Et toi, t'étais où pendant ce temps-là? C'est Charles Péguy qui dit, ils se targuent d'avoir les mains blanches, mais ils n'ont pas de mains. Ils ne sont pas engagés nulle part. Alors c'est facile. Je ne dis pas du tout que c'est ce que vous dites, hein, Philippe. Mais c'est une tentation, à mon avis, omniprésente dans nos milieux. C'est le dernier des carrés. On va lutter, arme à la main, mais non, ça ne marche pas comme ça. Il faut être de partout, il faut être offensif, proposer. Et donc voilà, la Fondation Espérance Ruralité, je peux parler de Casa Pound, un mouvement italien qui se revendique fasciste. Pas du tout notre tasse de thé. On sait ce qu'en a dit l'Église notamment. Pourtant, ils font de l'enracinement parce qu'ils ont repris un bâtiment et ils logent des familles italiennes, dont certaines ne sont absolument pas fascistes, même nationalistes, même très à gauche. N'empêche qu'ils ont donné un toit à ces gens. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit vous êtes dans la mauvaise direction parce que vous n'avez pas les bonnes conditions doctrinales pour atteindre la vérité, ou vous êtes dans la bonne direction, par contre vous faites une erreur sur tel et tel point, j'aimerais faire quelque chose avec vous, ou voilà, j'aimerais simplement établir le dialogue. Pour moi, il n'y a vraiment pas de stratégie unique, il y a des vocations différentes, et donc tout cela est véritablement complémentaire. Bien. Sur ces réflexions stratégiques, je propose qu'on en reste là parce qu'on ne sera pas nécessairement d'accord.